Bonjour. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la Culture et de l'Éducation ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Le mandat de la Commission est de poursuivre les auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le document intitulé « Document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs imprimés et numériques ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Charbonneau-Mélile sera remplacée par Madame Ménard-Laporte et M. Sclavounos-Laurier-Dorion par M. Kelly-Jacques-Cartier. Merci. À l'ordre du jour cet avant-midi, nous entendrons M. Yvan Bernier, professeur associé à la Faculté de droit de l'Université Laval. Nous poursuivons avec l'Illustration Québec, M. Eugène Méquet, professeur émérite de l'Université de Montréal, et M. Clément Laberge, vice-président principal de DEMAC. Cet après-midi, nous accueillerons l'Association des librairies du Québec, la Fondation pour l'alphabétisation M. Denis Vaugeois, la Fondation littéraire Fleur de Lys, et nous terminerons la journée avec l'audition de M. Germain Belzile, professeur en économie de la culture au HEC de Montréal. Donc, nous avons première audition ce matin. M. Yvan Bernier, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous allez disposer d'un temps de 10 minutes pour nous faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les parlementaires. Je vais vous faire signe quand il va vous rester 1 minute, parce que sinon, malheureusement, je devrais vous couper la parole, ce qui me déplaît fortement, mais je dois gérer le temps à l'Assemblée nationale. Donc, la parole est à vous, M. Bernier. Merci, Madame la Présidente. Je me propose ce matin de vous parler essentiellement des obstacles juridiques qui pourraient être soulevés à l'encontre d'un éventuel régime de prix unique du livre et d'en évaluer la portée. La perspective d'ensemble qui sous-tend cette présentation prend appui sur un document international à la négociation duquel le Québec et le Canada ont été intimement mêlés, à savoir la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Un article de celle-ci mérite en particulier d'être cité à cet égard dans le cadre de ce débat, l'article 5.1, qui affirme « Les parties réaffirment conformément à la Charte des Nations unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l'homme, leur droit souverain de formuler et de mettre en œuvre leur politique culturelle et d'adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d'atteindre les objectifs de la présente Convention. » Je pense que ceci a sa place dans le cadre de ce débat. C'est ce qui a guidé, en quelque sorte, ma présentation. Je vais traiter essentiellement donc des objections juridiques susceptibles d'être soulevées à l'encontre d'un régime québécois de prix unique du livre. Et pour ce faire, je passerai d'abord rapidement sur le niveau interne, c'est-à-dire sur les objections qui sont soulevées au niveau interne au Canada. Et ensuite, je me concentrerai sur les objections qui sont soulevées dans le cadre du droit international économique. En ce qui concerne les obstacles susceptibles d'être soulevés au niveau interne, c'est ce qui peut être plus important de savoir et qui pourrait, certaines parties, dans différents contextes, pourraient songer à utiliser ces arguments. C'est celui de la Constitution canadienne et plus particulièrement du partage des compétences. L'article 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867 porte sur les échanges et les commerces et détermine qu'ils relèvent essentiellement de la compétence fédérale. Mais au fil des années, ces termes ont été interprétés comme octroyant au pouvoir fédéral une compétence exclusive en matière de commerce interprovincial et international, laissant aux provinces ce qui relève des enjeux locaux. On pourrait donc avancer que dans la mesure où la loi québécoise sur le prix unique du livre a un impact sur le commerce international ou interprovincial, elle serait susceptible d'être déclarée inconstitutionnelle. Mais cela est loin d'être évident. La récente décision de la Cour suprême dans l'affaire du renvoi sur la loi fédérale sur les valeurs mobilières a clairement établi les critères de distinction entre ce qui relève de la compétence du gouvernement fédéral et ce qui relève de la compétence des provinces. Et je citerai un passage de cette décision, puis j'en aurai terminé avec la question du partage des compétences. La décision en question dit « La nécessité de se prémunir contre des risques systémiques et d'y répondre pourrait fonder une législation fédérale visant le problème national qui résulte de ce phénomène, mais ne chasse pas l'essence de la réglementation des valeurs mobilières
qui est, comme nous l'avons vu, toujours principalement axé sur les enjeux locaux, soit protéger les investisseurs et assurer l'équité des marchés par le truchement de la réglementation de ces participants. Après avoir examiné la loi dans son ensemble comme il se doit, nous sommes d'avis que ces enjeux de nature locale en constituent le caractère véritable. Il n'est donc pas interdit de penser qu'un projet de loi québécois sur le prix unique du livre serait également considéré comme axé sur des enjeux de nature locale dans la mesure où il cherche à assurer l'équité du marché du livre et poursuit des objectifs essentiellement culturels, un domaine de compétence d'abord et avant tout provincial. Je pense que de ce point de vue, on peut écarter les objections relevant du partage des compétences. Une autre chose qui aurait pu être soulevée en droit canadien, c'est l'article 45.1 de la Loi sur la concurrence du Canada, lequel prescrit que commet une infraction quiconque avec une personne qui est son concurrent à l'égard d'un produit complote ou conclut un accord ou un arrangement, soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit. Mais cette loi sur la concurrence, je pense, doit être aussi écartée parce qu'elle est applicable essentiellement entre des entreprises du secteur privé et ne vise en aucun cas les lois relevant du domaine des provinces. J'en arrive donc maintenant aux obstacles qui sont les plus importants, à savoir les obstacles au plan international et plus particulièrement ceux qui relèvent de la compétence de l'Organisation mondiale du commerce. Deux accords en particulier sont susceptibles de trouver application dans le droit de l'OMC, soit l'accord général sur le commerce, sur les tarifs douaniers et le commerce, ou GATT, et l'accord général sur le commerce des services, ou GCS. Le GATT est applicable exclusivement aux biens tangibles et la GCS aux services qui sont considérés de façon générale comme des biens tangibles. Une législation québécoise sur le prix unique concernant exclusivement les livres papier serait manifestement visée par les règles du GATT. S'agissant du livre numérique, par contre, la réponse est moins évidente, mais on peut penser qu'un livre exclusivement numérique tomberait sous les règles de l'accord sur les services, dans la mesure où ce qui est échangé n'est plus un bien tangible, mais un fichier numérique, ce qui est l'approche adoptée en droit européen. Alors, je reviendrai un peu plus loin là-dessus, mais en droit européen, les échanges de livres numériques sont considérés comme relevant du commerce des services. Donc, la loi sur le prix unique du livre au regard du GATT, donc considérée essentiellement comme un bien. S'agissant du GATT, ce serait vraisemblablement en vertu des articles 3 et 11 que la question serait abordée. L'article 3 porte sur le traitement national qui interdit toute discrimination en droit ou en fait entre les produits étrangers et les produits d'origine nationale. L'article 11, pour sa part, traite des restrictions quantitatives aux échanges. Il prescrit qu'aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie de prohibition ou de restriction autres que des droits de douane, taxes ou impositions. Que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences, d'importation, de tout autre procédé. Reste à voir, cependant, si une plainte fondée sur l'un ou l'autre de ces deux articles aurait une chance de réussir dans le cas d'une loi sur le prix unique du livre. Cela est loin d'être évident à mon point de vue. Il faut souligner d'abord que la réglementation envisagée au Québec par l'industrie du livre, largement inspirée du modèle français, ne comporterait aucun critère explicite de discrimination. En d'autres termes, il n'y aurait pas de discrimination en droit. Mais une telle réglementation pourrait-elle placer les livres étrangers dans une position moins favorable en fait? Et il est difficile de répondre à une telle question dans l'abstrait, en l'absence d'une plainte concrète. Ce qu'il faut souligner, cependant, c'est que malgré que 13 États, tous membres de l'OMC, disposent présentement d'un régime de prix unique du livre, aucune plainte contre de telles mesures n'a encore été déposée dans le cadre de cette organisation. En revanche, la question a été abordée concrètement dans 3 décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Comme les exigences du droit européen en ce qui concerne la libre circulation des biens sont au moins aussi contraignantes que celles de l'OMC, sinon davantage, il apparaît pertinent d'examiner l'analyse de la Cour dans celle-ci. Il faut souligner au départ qu'aucune de ces décisions de la Cour de justice européenne n'a remis en cause les éléments de base des régimes concernés. Dans l'arrêt S. Chirol contre Distribution SA, en date de 2000, la Cour a statué que l'article 3 du traité CE, qui établit le principe de l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, ne s'opposait pas à l'application d'une législation nationale qui oblige les éditeurs à imposer aux libraires un prix fixe du livre à la revente. Dans un autre arrêt en date de 2009,
Sous-tendant une telle conclusion, la Cour a souligné ce qui suit. D'abord, elle a mentionné comme règle fondamentale, ce que je vais lire, constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. Elle poursuit ensuite en ajoutant cette précision, cependant, n'est pas susceptible de constituer une telle entrave l'application à des produits en provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente pour autant qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leurs activités sur le territoire national et qu'elles affectent de la même manière en droit comme en fait la commercialisation des produits nationaux et celle des produits en provenance d'autres États. M. Bernier, je vous inviterai à conclure parce qu'il vous reste un peu moins d'une minute. Pardon? Il vous reste une minute? Oui. Déjà? Déjà. Bon, alors écoutez, je vais passer plus rapidement. En ce qui concerne donc la Cour de justice européenne, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle à une législation sur la loi sur le prix unique du livre. En ce qui concerne la loi sur le prix unique du livre au regard de l'accord de l'OMC sur les services, ce qui est absolument important de savoir, c'est que le Canada n'a pas pris d'engagement en matière de produits, de biens de services culturels de services culturels dans ce contexte-là et ne pourrait donc jamais être poursuivi pour manquement à ces choses-là. Je veux juste vous signifier à ce moment-ci que M. le ministre vous donne du temps supplémentaire qui sera amputé sur le temps du gouvernement. Et l'opposition aussi. Donc, prenez tout votre temps. Bon, alors, donc, je vais simplement rappeler que, en ce qui concerne donc les accords du GATT, de l'OMC sur les services, il y a des engagements semblables en matière de droit de traitement national de libre accès au marché, mais pour être obligé par ces engagements, il faut d'abord avoir soumis un secteur aux obligations de cet accord. Or, le Canada ne l'a jamais fait. Même en 2006, il a réitéré que sa position était de ne pas prendre d'engagement dans le domaine des industries culturelles dans le cadre de l'accord général sur les services. Donc, on peut oublier aussi cet accord-là. Maintenant, j'en arrive à quelques accords qui vont être rapidement éliminés aussi. Les accords, d'abord l'ALENA, en ce qui concerne l'ALENA, l'article 2106 exempte de la portée de l'ALENA toute mesure, y compris le livre, relative aux industries culturelles, mais accorde aux parties affectées par de telles mesures le droit d'adopter des mesures d'effet commercial équivalentes. Ce qui veut dire que le Québec ou le Canada peut prendre les mesures qu'ils veulent, qu'ils souhaitent dans le domaine des industries culturelles, y compris le livre. Il y a peut-être des conséquences, mais la liberté ne peut pas être enlevée de le faire. En ce qui concerne les autres accords de libre-échange du Canada, parce que la quasi-totalité comporte une clause d'exception pour les industries culturelles, y compris le livre, sans aucune mesure prévoyant de mesures de rétaliation. L'accord de libre-échange Canada-Union européenne, ça va être le dernier que je vais mentionner dans ce contexte-là. On ne sait pas exactement ce qui va arriver de cet accord. Il n'est pas encore conclu. Dans le domaine de la culture, il faudra voir ce qui concerne le livre en particulier. Mais à défaut d'un texte actuellement, on peut au moins prévoir, envisager quelque chose. Il serait absolument surprenant que l'Union européenne poursuive le Québec et le Canada en matière de loi sur le prix unique du livre, dans la mesure où leur propre jurisprudence est favorable à ce type d'arrangement et où 13 pays membres de l'Union européenne ont de tels arrangements. Alors, donc, je pense qu'on peut... on ne peut pas véritablement s'inquiéter de ce point de vue. La loi sur le prix unique du livre et les problématiques des législations extraterritoriales. Je vais terminer avec cela. C'est une question qui est mentionnée, qui a été mentionnée dans les débats en France sur la loi sur le prix unique du livre numérique. Mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que
L'extraterritorialité, c'est un concept qui renvoie à un principe de base du droit international, à savoir la compétence absolue des États de légiférer sur leur territoire par rapport à leurs citoyens, par rapport à leurs biens, etc. Mais cette compétence absolue des États souverains est limitée par la compétence absolue des autres États souverains, de telle sorte que si on cherche à légiférer de façon extraterritoriale, il faut bien comprendre que les autres États ne seront pas nécessairement heureux ou contents de voir appliquer des législations qui ne relèvent pas d'eux. Et donc, on a établi des principes pour régler ces questions-là. Je ne passerai pas sur les principes, mais ceci visait essentiellement à faciliter les conflits potentiels en matière d'extraterritorialité. Et ultimement, ce qu'il faut comprendre dans ce qui concerne l'extraterritorialité, c'est que c'est l'efficience qui va dicter ce qui arrive. Et la meilleure façon de s'assurer qu'une loi extraterritoriale sera efficiente, c'est de disposer d'arguments solides et qui peuvent justifier de telles lois aux yeux des États étrangers. En conclusion, donc, je pense qu'on peut dire qu'il n'existe pas véritablement d'arguments majeurs, dirimants, qui peuvent empêcher la conclusion, l'adoption d'une loi sur le livre unique. Ceci étant, il faut aussi, je veux simplement mentionner ceci, il y a une autre loi au Québec qui porte sur le livre, la loi du livre plus spécifiquement, et celle-ci vise des problèmes importants à l'époque, en 1981, concernant l'entrée des produits étrangers des livres étrangers sur le territoire québécois. Et on a donc adopté des mesures qui étaient pertinentes pour résoudre ces problèmes. Ces mesures-là sont toujours en vigueur, elles n'ont pas été contestées jusqu'à maintenant, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elles ne pourraient pas l'être. Et de ce point de vue, ce que je suggérais fortement, c'est que l'on s'assure de distinguer entre les deux législations de manière à ne pas fragiliser l'une ou l'autre, le cas échéant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Bernier. Nous allons commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Bernier, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci pour votre contribution pertinente, très éclairante quant à la portée d'une législation sur le prix du livre neuf, numérique et physique. Je vous entends bien. Il n'y a donc pas de frein à légiférer dans l'hypothèse où la Commission recommanderait la chose. Mais quelles conséquences peut-on entrevoir dans cette hypothèse? Quelles conséquences pourrait-on entrevoir dans l'hypothèse où on légiférait? Je pense que, à la base, on pourrait au moins envisager que les conséquences ressemblent à celles qui ont suivi l'adoption de même législation dans les différents pays qui l'ont fait. Donc, de ce point de vue, jusqu'à maintenant, il y a très peu d'indications qu'on a réagi violemment contre, ou en tout cas, on a réagi sérieusement à l'encontre de une telle législation. C'est le cas, le Mexique a adopté une loi comme ça en 2008, et le Mexique fait partie de l'ALENA. On n'a pas soulevé d'objection dans le cadre de l'ALENA. Et donc, c'est déjà une première indication que ce serait vraisemblablement aussi le cas pour le Québec. Mais il faut voir aussi qu'il y a parfois des choses particulières qui n'ont peut-être pas été complètement envisagées et discutées. Pour ma part, je pense que le système fondamental de prix unique du livre est bien établi et je pense qu'il va toujours être appuyé fondamentalement. En ce qui concerne le livre numérique, je pense aussi qu'il va continuer d'être appuyé, le principe fondamental, mais sous certains aspects, il pourrait peut-être être questionné. Ceci étant, je pense aussi que dans la perspective de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, il ne faut pas reculer devant
la possibilité que des choses se produisent, pourvu que ce soit des choses qui soient considérées comme majeures par rapport aux objectifs qu'on poursuit. Et je pense que la loi sur le prix unique du livre peut être considérée comme telle chose. OK. Merci. J'ai une Vous avez du temps, Monsieur le ministre. question, oui, parce que je vais laisser du temps à mes collègues également. De votre perspective des choses, est-ce qu'il faut ouvrir la loi du livre pour réglementer le prix des livres? Est-ce qu'on doit procéder par une loi parallèle? Je pense que, oui, essentiellement, il faudrait éviter de mêler les deux législations, la loi du livre et la loi sur le prix unique du livre. La loi du livre, comme je l'ai mentionné, est une loi ancienne qui visait des problèmes spécifiques de l'époque. Mais dans sa rédaction, elle pourrait entraîner peut-être des remarques et des contestations. Alors, je pense qu'il est préférable de scinder les deux et faire en sorte qu'on parle essentiellement d'une loi sur le prix unique du livre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Bernier. Écoutez, j'ai une question un peu, je dirais, macro-sociologique. Pourquoi la culture n'a pas été intégrée dans les grands accords commerciaux? Quels étaient les éléments de justification qui véhiculaient ce refus d'intégrer ça? Puis quelle était la position des États-Unis par rapport à ça? De façon générale, au départ, on ne se préoccupait pas de la culture dans les grands accords commerciaux internationaux, comme on ne se préoccupait pas de plusieurs autres choses aussi. Et maintenant, on se rend compte, en voyant les dernières négociations de l'OMC, qui durent depuis 10 ans, qui n'ont toujours pas abouti, que certaines de ces considérations auraient dû être prises en compte plus tôt. Mais ceci étant, on a commencé maintenant à s'intéresser à la problématique culturelle. L'UNESCO, évidemment, était intimement mêlé à toutes ces choses-là, mais dans le rapport commerce-culture, qui est le plus important, c'est vraiment la Convention qui a éveillé l'attention sur la problématique concrète. Et je pense qu'à partir de là, vous avez maintenant des textes qui sont reproduits, qui sont cités dans le rapport de la Commission puis européenne sur la plus récente loi unique sur le prix du livre numérique. Comme dans les décisions, on fait référence à la Convention. Donc, c'est clair qu'en droit européen, ceci demeure très nettement à l'esprit. Dans les législations canadiennes, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a intégré depuis une dizaine d'années, sinon plus, une clause excluant en totalité les industries culturelles, les accords de libre-échange. Alors, vous voyez que les choses ont changé graduellement. Mais pourquoi on ne l'avait pas fait auparavant? Selon vous, selon votre position, votre expérience, c'est une bonne chose que ça ne soit pas inclus ou que ça serait à inclure? Moi, je pense que c'est pas la question que ce soit pas inclus. Je pense que c'est pas dans le but de laisser une marge de liberté aux États d'agir. Ça ne veut pas dire que les États ne vont pas conclure, ne vont pas accepter de faire des choses ou d'échanger avec les autres États et vont se fermer aux autres États. Je pense que je peux dire avec confiance qu'en matière de commerce des produits culturels, audiovisuels, livres, etc., c'est un des secteurs probablement où les choses sont le plus libres. Les films étrangers rentrent ici sans limite. Les livres étrangers, je pense, sans limite. Alors, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est un peu de voir qu'est-ce qui peut être fait pour assurer localement quelque chose qui soit viable, qui puisse permettre l'expression de la culture, des cultures locales ou nationales, et aussi permettre au Québec et au Canada d'échanger avec le reste du monde. C'est ça qui est important du point de vue des conventions. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Alors, je salue les collègues aujourd'hui. Monsieur Bernier. Moi, je voudrais juste savoir, de par votre expérience, vos connaissances de ce qui s'est passé dans les législations des autres pays sur le prix du livre, à qui profiterait le plus le prix du livre, le prix unique du livre au Québec? À qui ça pourrait profiter? Là, vous me posez une question qui relève davantage des
réflexion de nature économique, ce qui n'était pas nécessairement mon rôle, ce qui n'était pas mon objectif non plus d'aborder ces questions-là. Et c'est peut-être pas nécessairement de ma compétence. Si vous demandez personnellement ce que j'en pense, je pense que d'abord et avant tout, ce qui était visé, c'était de permettre aux librairies indépendantes d'avoir une chance de compétitionner avec d'autres entreprises dans le domaine du livre qui maintenant, de là à dire que c'est la solution ultime, je pense que j'en suis pas certain du tout. Même à l'extérieur, dans d'autres pays qui ont des législations, on a été obligé de commencer à envisager d'autres mesures pour aider plus en profondeur ces secteurs-là. Okay, merci. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de Laporte, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Bernier, bon matin. J'ai été surprise de votre plaidoyer. C'est la première fois là, qu'on parle autant de légal depuis les trois. En fait, on commence notre troisième journée depuis les 2 derniers jours. Je me pose la question suivante, et il y a d'autres groupes qui se la posent aussi, d'ailleurs, pour ne pas les nommer, la Fédération Fleur de Lys, qui dit si le gouvernement a le droit légitime de déterminer qui recevra son aide financière et qui sera agrémenté, a-t-il aussi le droit d'intervenir auprès des librairies exclues de la loi du livre? Bon, ça, j'ai pas abordé ça parce que c'est, comme je l'ai dit, est-ce qu'il a le droit de le faire? Faudrait revenir sur la portée de la loi du livre. Hein? C'est ça qui est en cause, et non pas la loi sur le prix unique du livre. J'ai pas voulu entrer dans la loi du livre parce que j'ai mentionné, par contre, il y a des éléments qui pourraient être problématiques si on voulait problématique. En tout cas, soulèverait des questions si on voulait renouveler cette loi-là en même temps qu'on cherche à faire adopter une loi sur le prix unique du livre. C'est 2 questions, en tout cas, que je verrais comme devant être traitées de façon distincte. Si on les lit toutes les deux, c'est clair qu'il y a des problèmes et celui que vous soulevez en est un. Il y en aurait d'autres aussi que je pourrais vous identifier sur d'autres aspects de la loi du livre. Mais comme ce n'était pas ce qu'on m'avait demandé, je m'en tiendrai à la loi sur le prix unique du livre. Je vous ai bien entendu, là. Si on avait la réglementation du prix du livre, ça n'interfère pas du tout sur les accords internationaux, ni pour le papier, ni pour le numérique. À la base, non, mais encore une fois, sur certains aspects d'une législation sur le prix unique du livre, en particulier ce qu'on décrit comme l'extraterritorialité, parce que c'est dans ce contexte-là que la question a été vraiment abordée relativement récemment en Europe. Il y a eu un rapport de la Commission européenne qui a soulevé plusieurs problèmes concernant la dimension de l'extraterritorialité en particulier. Vous voulez élaborer là-dessus, sur l'extraterritorialité? Le rapport soulevait, parce que ce qui arrive essentiellement, c'est que la loi sur le prix unique du livre numérique serait applicable non seulement à l'intérieur de la France, mais aussi à des entreprises situées à l'extérieur de la France. Et donc, il y a un problème pourrait se soulever de dire ça, c'est véritablement une loi, une législation extraterritoriale, à portée extraterritoriale. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'elles doivent obéir à ces législations, une législation de ce genre adoptée par le Québec? Et pourtant, c'est ce qu'a fait la France. Ça va où? En ce qui concerne la France, ils l'ont fait malgré tout, et je pense que ils l'ont fait juste titre parce qu'ils voulaient voir s'il y avait possibilité de convaincre les autorités européennes de la Commission
de revenir sur certains de leurs points de vue concernant le rapport entre commerce-culture et de laisser une plus grande place à la culture en ce qui concerne le livre. Ceci étant, c'est important de mentionner que ce que dit la Commission n'est pas nécessairement ce qui va être reflété dans une décision de la Cour européenne de justice. Et à plusieurs reprises, la Cour, par le passé, est allée à l'encontre de la Commission sur certains de ses jugements. Alors, et comme les jugements qui ont été émis jusqu'à maintenant, il y a 3 décisions vraiment fondamentales qui ont porté sur ces questions de livre, prix unique du livre, et qui ont toutes permis le maintien des législations en cause. On peut donc considérer qu'il y aurait une côte un peu à remonter pour dire que la loi sur le prix unique du livre numérique est incompatible avec le droit communautaire. Et ma dernière question, est-ce que vous avez des recommandations à nous faire pour ne pas qu'une éventuelle réglementation soit questionnable ou contestée? Je pense que essentiellement, c'était ce que j'avais mentionné en conclusion, je voulais dire en conclusion, c'est que il faut, au point de départ, considérer que le droit n'est pas un obstacle dirimant à l'adoption d'une législation sur le prix unique du livre. Ceci étant, ça veut dire que le vrai problème, la question qui doit être abordée de fond et en détail, c'est celle du problème, quelle est l'identification correcte du problème, l'identification correcte des moyens du ou des moyens susceptibles de permettre d'apporter une solution à ce problème ou ces problèmes, et finalement, je pense, une perspective d'ensemble qui permette d'en arriver à quelque chose qui puisse être véritablement convaincant. Quand je parlais de législation extraterritoriale, un des principes fondamentaux, c'est que si ces législations-là sont considérées comme nécessaires et justifiées par les autres États, au vu des faits, ils vont avoir tendance à les accepter. Et donc, dans ces conditions, je pense que c'est ce que je suggérais. Évidemment, je renvoie la balle vers le politique et l'économique. Il faut vraiment, je pense, aller au fond des choses et avant de chercher à voir les obstacles juridiques. Par la suite, il sera toujours possible de dire bon, il y a peut-être quelque chose ici qu'il faudrait faire, qui devrait être modifié, mais dans ce temps-là, il y a toujours moyen de trouver une solution. C'est exactement ce qui s'est passé en Europe en ce qui concerne ce type d'intervention. Merci. Merci. Monsieur le député de Jacques-Cartier. Merci beaucoup, Mme la Présidente. À mon tour, bienvenue, M. Bernier. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas vraiment abordé la question de le cadre juridique international de ces questions. Alors, c'est éclairant. Et je vais vous poser, basé sur vos expériences et regards en Europe, on a un témoin lundi qui a fait un certain parallèle avec l'industrie de la musique. Et le numérique et tout le reste a vraiment chambardé l'industrie. Et une des choses qui était très préoccupante, c'est la protection des artistes. Et souvent, leur royauté et tout le reste était par le partage des fichiers au niveau sur l'Internet et tout le reste était carrément floué par un nouveau système. Est-ce qu'en Europe, on a penché sur comment protéger les écrivains? Parce que je pense que le numérique n'est pas aussi évident que la musique au niveau de sa présence sur l'Internet, mais il y a toujours la chance, les livres deviennent de plus en plus dispendieux, alors la version numérique qui peut circuler sur l'Internet bon marché peut devenir un concurrent encore plus important pour notamment nos petites librairies. Alors, est-ce qu'en Europe, on a penché à un moyen de mieux protéger les écrivains dans l'ère de l'Internet? Je pense que, évidemment, il faut je mettrai de côté un peu ce qui relève de la propriété intellectuelle, parce que ça, c'est un droit spécifique et ça reste toujours actuellement ce que c'est. La protection de la propriété intellectuelle, évidemment, varie d'un pays à l'autre. C'est 50 ans ici, 75 ans, 70 ans, 75 ans en France. Mais, ça, on laisse ça de côté. Mais en ce qui concerne les aspects, par exemple, rémunération des auteurs, ça, je pense que c'est une question qui est assez importante et qui doit être prise en considération dans la mesure où je pense que c'est exactement ce que vous avez mentionné.
le livre numérique est souvent offert à des prix qui sont assez éloignés du livre papier. En Europe, par contre, à l'heure actuelle, le différentiel entre le livre papier et le livre numérique n'est pas très grand au niveau du prix. De sorte qu'il n'y a peut-être pas autant d'incitation à changer le régime existant. Mais je pense que ça ne pourra pas durer éternellement. Il va éventuellement devoir envisager autre chose. Un développement, je pense, qui est important à mentionner dans ce contexte-là, je pense que les États ont commencé à envisager la possibilité d'offrir des aides et des subventions pour compenser certaines choses. C'est ce qu'a fait la France dans le cadre du livre sur le prix de son régime, de sa loi sur le prix unique du livre numérique, en abaissant les taux de la TVA pour le livre numérique. Mais là, vous voyez, je vous donne un bon exemple d'une situation concrète. Cette décision, puis c'est dans le texte même de la loi sur le prix unique du livre numérique, a été contestée par la Commission. Et actuellement, il y a maintenant une plainte qui a été portée à l'encontre de la France sur la question de cet abaissement de la TVA. La raison étant qu'il y a une interdiction formelle de modifier la TVA dans certains cas et la circulation des prix des livres numériques en est un. Oui, Monsieur le député de Est-ce qu'il reste un petit peu de Jacques-Cartier. temps? Il reste 5 minutes parce Okay, que par la suite, votre collègue va vouloir intervenir. OK, juste très rapidement, parce que je vois, au nom des consommateurs, un livre numérique, il n'y a pas de coût de transport, on n'a pas entreposé ça sur les tablettes et tout le reste. Alors, je vois comme il y a la pression déjà sur les maisons d'édition, même aux États-Unis, de baisser le prix numérique parce que c'est pas le même service. Juste m'envoyer un fichier, c'est pas la même chose que transporter le livre dans une librairie, je dois aller le chercher, retourner à la maison, etc., etc. Alors, je pense que ça va venir et c'est juste de s'assurer dans cette optique qu'on a les protections nécessaires pour les écrivains. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et comment on va s'adapter à cette nouvelle réalité. Je pense que c'est un enjeu très important pour les livres. Alors, merci pour vos expériences que vous avez mentionnées européennes. Merci. Madame la députée de la Porte. C'est un commentaire, finalement. Et non pas une question. D'accord, merci. Alors, écoutez, vous avez piqué ma curiosité. On a parlé de la loi 51, puis vous avez dit qu'il faudrait que ça soit scindé, il ne faut pas la toucher. Et vous avez mentionné, on m'a demandé de me pencher sur la réglementation du prix et non pas sur la loi 51. Et on sait qu'il y a des éléments majeurs dans la loi 51 qu'il va falloir revoir. Alors, qui vous a demandé de vous pencher que sur la réglementation du prix? La réglementation du prix unique du livre? Oui, oui, ouais. oui. On m'a pas, je pense que c'est peut-être moi qui a conclu à ça, dans le contexte actuel, que c'était ce qui était principalement en cause. Mais je sais, non, peut-être que c'est j'ai fait erreur. Et ma curiosité, honnêtement, je vais vous dire, il n'y a personne qui m'a dit que c'était là-dessus que ça devait porter. J'avais probablement le sentiment que le grand débat portait essentiellement sur ça. Oui, vous avez raison aussi, là. C'est là-dessus. Mais vous avez piqué vraiment ma curiosité en mentionnant ceci. Alors, parfait. Merci, M. Bernier. Merci beaucoup, M. Bernier. J'invite maintenant les représentants d'Illustration Québec à prendre place et nous allons suspendre nos travaux quelques instants.